Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bien, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Isaac. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. On se retrouve donc ce soir, comme tous les lundis, pour chercher l'erreur ensemble. L'actualité est assez abondante ce soir encore. Je pense qu'on peut peut-être commencer par évoquer le futur éventuel accord nucléaire avec Téhéran et l'appréciation qui en a été donnée encore hier par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et qui a relevé notamment que dans ce projet d'accord, et je cite sa déclaration, l'Iran a annoncé qu'il n'autoriserait aucune visite surprise de ses installations militaires liées à la question nucléaire. Il est également revenu sur ses engagements sur les autres questions qui semblaient avoir été conclus dans le cadre de l'accord de Lausanne. À notre plus grand regret, poursuit-il, les rapports fournis par les principales puissances attestent d'une accélération de leurs concessions devant l'obstination iranienne. L'accord atteint avait déjà l'air mauvais dès le départ, il semble empirer de jour en jour, mais il n'est pas trop tard pour en prendre conscience, rejeter ce mauvais accord et insister sur un meilleur accord. Voilà l'appréciation de cette semaine de la part du Premier ministre israélien à la lumière des éléments qui sont à ses dispositions. Alors, en reprenant un petit peu, en relevant ce qu'a dit Jim à propos de l'espionnage présumé des hôtels de Lausanne où les négociateurs avaient travaillé pour la préparation de ce rapport, l'Iran demande à maintenant changer le lieu des négociations parce qu'il semblerait qu'un virus nommé Duku, c'est le nom, hein, excusez-moi, on peut le prononcer Duku, mais je n'ai pas la connaissance de la langue dans laquelle l'appellation a été formulée, et qui a été imputé au service secret israélien, aurait permis de connaître tous les éléments des conversations, que ce soit dans les chambres, dans les salles de réunion, dans les ascenseurs, qui auraient permis à l'État qui était à l'origine de cet espionnage de recueillir tous les éléments indispensables à sa connaissance de l'état du dossier. Voilà. Demandez-vous pourquoi on pointe un doigt sur Israël. Quel est l'intérêt évidemment d'Israël de connaître un petit peu le contenu de ces accords qui ont été cachés et obscurcis à volonté par l'administration Obama, et des agences américaines d'espionnage qui ont espionné Israël. Les Américains espionnent Israël, ont intercepté des communications entre responsables israéliens qui discutaient de détails de négociations classées trop secrets, qui n'avaient pas les moyens d'en avoir connaissance autrement que par cette pratique de recueillir les informations pour ce moyen. Donc, les États-Unis espionnent tout le monde sans problème. Quand un espion israélien comme Pollard s'est fait prendre, il est toujours en prison depuis maintenant quelques décennies. Et voilà pourquoi on pointe toujours du doigt Israël. Mais je crois que c'est une chose qui était absolument nécessaire pour savoir un peu de la réalité qu'on ne veut pas nous cacher, qu'on ne veut pas nous livrer, et qui permettent toutes les supputations, y compris les plus dramatiques. Jamais Israël ne reconnaîtra ou ne reconnaîtrait être responsable de ces écoutes ou responsable de ce virus dont vous nous parlez. À l'évidence, Israël maintient une posture extrêmement discrète lorsqu'on l'accuse de tous les maux, lorsqu'un entrepôt d'armes ou de munitions saute en Syrie ou en Irak ou au Soudan, ou lorsque un scientifique iranien disparaît brutalement dans les rues de Téhéran ou de d'Ispahan. Ici non plus, Israël ne reconnaîtrait jamais, si tant est qu'il est responsable de ces écoutes. On peut le penser aussi, parce que qui a intérêt à connaître ce qui se dit, ce qui s'échange entre les 5+1 et l'Iran, il est évident que c'est au premier chef Israël, puisque c'est le pays à qui les Américains cachent tout. Les Israéliens ont cessé d'avoir une confiance infinie
dans leur grand allié américain du jour où ils ont appris que les Américains rencontraient depuis bien longtemps en toute discrétion les Iraniens pour discuter de ce dont ils discutent avec la théocratie. Alors, il est évident que les Israéliens doivent savoir ce qui se dit, doivent savoir ce qui s'échange, l'évolution de ces pourparlers, parce qu'ils sont intéressés au premier chef, étant donné que la théocratie iranienne menace à chaque tribune les Israéliens d'annihilation, d'anéantissement. Il est normal que les Israéliens cherchent à savoir à quelle sauce ils risqueraient d'être mangés s'ils ne connaissaient pas toutes les informations qui leur permettraient d'éviter un tel sort. Maintenant, pour ce qui est des négociations et des informations que vous nous rapportez à propos du refus iranien, maintes fois réitéré du reste par tout le monde, qu'il s'agisse de Ali Khamenei, qu'il s'agisse du président Rouhani ou de Zafar Jafari, le ministre des Affaires étrangères, il n'est en effet pas question, ils l'ont dit, il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, ils l'ont dit, il n'est pas question qu'il y ait de visite surprise de ces installations militaires. Bien, comment dans un cas pareil, même si l'accord qui se profile et dont on nous parle beaucoup était critiquable à bien des aspects, il pouvait être acceptable à partir du moment où cet accord était assorti de mesures de contrôle absolue qui assurerait aux 5+1 et par-delà les 5+1 toute la communauté internationale une parfaite transparence des réalisations iraniennes, de leurs ambitions et de leurs programmes de recherche et de développement, à la fois sur les centrifugeuses, sur les missiles balistiques et sur leur passé nucléaire, sur leur passé de recherche. Donc il est impératif, si on veut défendre le principe même d'un accord avec l'Iran, pour garantir à la communauté internationale que, oui, leur programme nucléaire est à des fins pacifiques et non militaires, il faut garantir une parfaite transparence. Celui qui dit « il n'en est pas question » avoue sa propre culpabilité, c'est une évidence. N'importe quel négociateur un tout petit peu futé aurait compris que si les Iraniens n'avaient rien à cacher, comme ils ne cessent de le dire, eh bien, ils ouvriraient leurs installations et ils prouveraient par A+B à toute la communauté internationale sa suspicion déplacée et montreraient qu'en effet, son programme nucléaire est à des fins pacifiques. Il est évident que personne n'y croit. Mais on est parti décidément sur de très mauvais pieds dans ces négociations avec l'Iran qui, désormais, fixe ses lignes rouges. C'est-à-dire que les discussions entre les 5+1 et l'Iran fonctionnent selon les lignes rouges de l'Iran et non pas selon les lignes rouges des États-Unis ou des 5+1. Et c'est ce renversement, le renversement de ce paradigme, c'est-à-dire de travailler avec l'accusé, avec les lignes rouges de l'accusé et non pas avec les lignes rouges de l'accusateur qui fait de ces négociations une véritable farce. Les Américains veulent à tout prix adouber l'Iran comme puissance régionale. Ils sont prêts à fermer les yeux sur absolument toutes les évidences qui concourent à faire la preuve irréfutable de ce que l'Iran a fait des recherches sur le plan nucléaire à des fins militaires. Eh bien, les Américains ne veulent rien entendre parce qu'il faut à tout prix signer cela. Et on va même jusqu'à dire, désormais à Washington, que la levée des sanctions ne porterait pas que sur les sanctions qui pesaient sur l'industrie nucléaire iranienne, mais même celles qui sont en dehors de l'industrie nucléaire iranienne. Entre autres, les activités de soutien de l'Iran à toutes les activités terroristes des Houthis au Yémen, par exemple, du Hezbollah au Liban, etc., etc. Donc, on voit une volonté délibérée assumée de l'administration américaine d'aller de l'avant envers et contre toutes les évidences. On relate des choses, on en apprend des choses, décidément, de la manière dont se déroulent ces négociations, c'est-à-dire même sur la forme, où on apprend que Zafar Jafari, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères iranien, hurle comme un putois pendant les négociations contre John Kerry, mais un négociateur qui demande des comptes à un pays et qui se fait ainsi insulter et piétiner, il quitte la salle et il enjoint l'Iran de se comporter de façon plus civile pour recommencer à discuter. Mais non, on se fait insulter, on se fait cracher dessus et les Américains restent impavides devant leurs interlocuteurs iraniens et se laissent conduire littéralement à l'abattoir et acceptent chaque jour un peu plus d'obéir ou de suivre ou de se conformer aux lignes rouges iraniennes.
Et, Isaac, vous avez tout à fait raison, mais ce qui me consterne encore davantage, c'est que d'abord la volonté des États-Unis de lever les sanctions immédiatement, sans période de probation, hein, même en cas d'accord, c'est également de lever non seulement les sanctions dans les domaines existants, mais dans le domaine balistique. Ah oui. Ce qui permet à l'Iran de se doter de vecteurs balistiques pour envoyer tout ce qu'ils peuvent envoyer de salles et de missiles nucléaires ou non, d'ailleurs, et on leur donne les armes, les moyens, et c'est quelque chose qui est véritablement consternant. Vous savez, il y a une même constance, une même opiniâtreté, une même cohérence côté iranien lorsqu'il s'agit de défendre cet argument interdisant toute visite surprise, qu'à dire, eh bien, il n'est absolument pas question qu'on dévoile nos programmes de recherche et de développement. Il n'est pas question. Et même constance, même opiniâtreté de la part des Iraniens pour dire, vous devrez lever les sanctions du moment que nous apposons notre signature au bas du document, au bas de l'accord. Mais on ne parle pas de quelques cacahuètes, hein, on ne parle pas de quelques millions de dollars. On parle ici, il y a à peu près 120 à 150 milliards de dollars iraniens qui sont bloqués dans les différents organismes financiers. Eh bien, dans un premier temps, on parle d'un accord des 5+1 pour libérer, dès la signature de l'accord, 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars. Quand on sait que l'Iran, dans sa capacité, contraint comme il est par l'ensemble des sanctions qu'il a mises depuis 6 ans, est capable de financer le régime de Assad, le régime syrien, à concurrence de 6 à 10 milliards de dollars par an, on voit ce que cette manne tombée du ciel permettrait aux Iraniens de faire pour arriver à leur but, dans toute la région du Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire d'étendre leur influence au Liban, au Yémen, au détroit de Bab el-Mandeb et au détroit d'Ormuz. Et on voit que ces moyens vont être donnés à un régime qui est un régime voyou et à qui on va permettre de réintégrer le concert des nations, sans qu'il ait renoncé à absolument rien de ses ambitions nucléaires. Voilà, c'est véritablement se jeter dans la gueule du loup, la tête la première, et sans réfléchir. Malheureusement, on pouvait penser que la coalition de facto entre les États-Unis et les 5+1 pour essayer de défendre les intérêts du monde occidental aurait eu davantage de prudence et de réflexion avant de s'engager dans un tel processus et d'accepter au fur et à mesure le retrait, le recul de toutes les lignes rouges, d'accepter véritablement parce que l'idée d'avoir un accord. Oui, alors, si vous voulez, la frontière pour juger cet accord, le critère décisif, définitif, je dirais, pour juger de la pertinence d'un accord, c'est oui ou non il y a des inspections. Pas des inspections prévues à l'avance, pas des inspections qui permettent aux Iraniens de cacher ce qui doit être caché. Non, des inspections surprises qui leur permettraient d'intervenir, avec sans préavis aucun, sans la certitude de pouvoir contrôler et assurer la parfaite transparence de ce programme nucléaire. Il est évident que c'est un accord absolument suicidaire pour les États-Unis, pour l'Occident et pour les alliés des États-Unis. On pense en particulier à Israël, mais pas seulement, aux alliés sunnites des pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête. Bien. Isaac, on peut peut-être passer maintenant aux rapports qui se multiplient sur la guerre de l'été dernier, le conflit avec la bande de Gaza. Comme vous le savez, il y a maintenant un rapporteur international qui avait été désigné, qui s'appelle Makarim Wisibono, de nationalité indonésienne, et qui voulait débarquer en Israël cette semaine pour visiter les territoires occupés, comme ils disent, et qui a été refoulé. Enfin, on lui a interdit l'entrée en Judée-Samarie, au motif que Israël coopère avec toutes les commissions internationales et tous les rapporteurs, sauf, comme dit le communiqué des affaires étrangères israéliennes, sauf
quand le mandat qui leur est confié est d'avance anti-israélien et que Israël n'a aucune chance d'être entendu. C'était la déclaration d'Emmanuel Narshon, le responsable porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Je crois que Israël a, dans le cas d'espèce, court-circuité un petit peu la production du rapport de l'ONU en produisant son propre rapport sur le conflit de 2014. Et il y a un rapport officiel israélien qui est maintenant paru, qui rend public ses propres conclusions sur le conflit de l'été dernier. Dans ce rapport, de 275 pages. Ce n'est pas un rapport circonstanciel. Il fait valoir sa version, la version israélienne, bien entendu, c'est tout à fait logique, qui désigne le Hamas et d'autres factions terroristes comme responsables de la mort des victimes civiles. C'est là-dessus que s'articule notamment la plainte du Hamas et de l'autorité palestinienne à la Cour pénale internationale, en disant que la plupart des victimes étaient des civils. Or, dans ce rapport, après une étude tout à fait approfondie, il semblerait que 40% des 2125 Palestiniens tués à Gaza étaient des militants. Je dis militants, entre guillemets. 36 étaient des civils non impliqués et 20% des victimes doivent être encore identifiées. J'ai des chiffres un peu plus précis qui précise que les 2/3 de ces militants étaient affiliés au Hamas, tandis que 201, c'est-à-dire 22%, appartenaient au djihad islamique, et que plus de 100, soit 11%, étaient affiliés à d'autres groupes terroristes. Quant aux victimes civiles, je dirais victimes collatérales, Israël, bien entendu, a indiqué, a répété que Israël n'avait pas pour but de tirer sur les civils, de viser les civils, que toute victime civile était regrettable, mais que ce n'était pas le fait d'une intention délibérée de viser des civils, contrairement au Hamas, qui lui a lancé délibérément des missiles sur les civils israéliens dans le but de faire le maximum de victimes. Ce n'est que grâce à Iron Dome que ce nombre de victimes a pu être réduit. Et c'est ce déséquilibre entre le nombre de victimes civiles israéliennes et le nombre de victimes palestiniennes qui fait débat, qui fait l'objet du litige. Alors, je crois que dans le cas d'espèce, les opérations au terme de ce rapport, il conclut que le nombre de victimes de décès ne signifie pas que les actions de Tsahal ont violé le principe de proportionnalité. Même si ce conflit est un des conflits déséquilibrés par nature, le principe de proportionnalité a été respecté. Les normes éthiques de Tsahal ont été également relevés et les experts internationaux s'accordent à dire qu'aucune autre armée au monde n'a respecté ce genre de principe éthique, qu'aucune autre armée au monde ne peut se vanter d'avoir eu un tel comportement, et que s'il y a des crimes de guerre, c'est le fait du Hamas. Et enfin, c'est que la plupart des victimes sont le fait du prolongement du conflit, en cause les violations par le Hamas des différents cessez-le-feu successifs, et de ce fait, et le refus de toute médiation jusqu'au moment où ils ont accepté la dernière proposition, et il semblerait qu'ils auraient pu épargner plus de 900 victimes en ayant accepté dès le début les cessez-le-feu proposés par Israël. Alors, plusieurs points sur lesquels je souhaite rebondir à propos des informations que vous nous donnez. La première, c'est qu'il était prévu que le rapport de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme, devait venir le 29 juin. Et Israël a appris que la sortie de ce rapport allait être anticipée, ce qui a poussé Israël à sortir son rapport. Accélérer la sortie de la rédaction et la sortie de son rapport, de manière à espérer désamorcer
mesurer l'impact de ce rapport du Conseil des droits de l'homme, qui, à n'en pas douter, sera un rapport à charge. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Israël interdit l'accès au territoire sous administration palestinienne du rapporteur des droits de l'homme dont vous parliez tout à l'heure. Alors, ce rapport de 275 pages non seulement aboutit à la conclusion que vous avez évoquée, c'est-à-dire 44 miliciens, c'est-à-dire terroristes armés, soyons précis, ne parlons pas la langue des ennemis d'Israël, parce qu'un militant, c'est un activiste politique, celui qui fait de la politique, qui ne recourt pas à la violence armée, mais donc miliciens, 44 miliciens qui ressortissent à toutes les organisations terroristes que vous avez évoquées, c'est-à-dire la djihad islamique et le Hamas, essentiellement, 36% de civils et 20% non identifiés. Ça veut dire que à ce stade-ci, sur les 2125 morts palestiniens, il y en a à peu près 950 qui sont des miliciens, donc des combattants armés. Ça veut dire qu'il y a un rapport d'à peu près 1 sur 2 qui était un ennemi déclaré et armé d'Israël. C'est un ratio absolument unique dans l'histoire des conflits. Parce que sur d'autres théâtres d'opération où d'autres pays de la communauté internationale, d'autres démocraties sont convoquées, on pense en particulier aux États-Unis, il y a un ratio de 1 sur 30. C'est-à-dire il y a 30 morts civils pour un terroriste éliminé. Donc on voit ici le rapport qui est absolument confondant et qui montre à quel point Israël a eu le souci d'éviter autant que faire se pouvait, chaque fois que cela était possible, un maximum de dégâts civils. Il faut insister. Je crois, Isaac, qu'il faut rapporter ça également au ratio dans les combats où l'OTAN était intervenue en Afghanistan, au Pakistan, ou les Américains. Ou en Serbie. Donc, je veux dire, il faut savoir qui est le procureur pour savoir quelle est la charge et quelle est la valeur de la charge. Alors, on met souvent en rapport pour instruire le procès d'Israël en disproportionnalité le nombre de victimes palestiniennes, 2125, par rapport au nombre de victimes israéliennes, 73. Bien, mais comme vous le disiez déjà, le principe de la proportionnalité ne se mesure pas à l'aune du nombre de victimes palestiniennes, mais du risque encouru par Israël et par ses citoyens si ce risque n'était pas prévenu, c'est-à-dire si Israël ne prenait pas l'initiative d'une attaque. Ensuite, il y a un autre principe fondateur des lois de la guerre, qui stipule très très clairement qu'il n'est pas illégal de tuer des civils pendant un conflit, tout le temps que telle n'est pas l'intention du belligérant en question. Donc tout le temps qu'il n'est pas dans l'intention, et c'est clairement prouvé, d'Israël de s'en prendre aux civils palestiniens, il est évident qu'on ne peut pas faire le procès en illégalité du nombre de personnes palestiniennes qui ont été tuées. Donc ça fait beaucoup de civils. 36% sur 2125, ça fait 800 civils, ça fait beaucoup trop, bien sûr, mais au regard de la menace qui pèse sur Israël, c'est évident que ce faible nombre témoigne de l'attention que Israël a apportée à ne toucher que des miliciens armés. Ensuite, ce rapport de 275 pages s'étend de façon très très explicite et très détaillée sur le modus operandi des actions israéliennes, et où il est dit qu'avant qu'une cible soit validée et soit devenue opérationnelle pour Tsahal, pour l'IDF et pour son armée de l'air, il fallait impérativement avoir le hockey signé de juristes de l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'en réalité, sur le terrain les unités. Les commandants sur le terrain, comme les soldats, obéissaient à un feu vert donné par un juriste. On n'a jamais vu une armée qui travaille de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'en prendre à un terroriste notoire avant que cette cible ne soit rapportée dans son détail aux juristes de l'armée qui allaient statuer sur la présence de civils éventuels autour de la cible et savoir si le coût-bénéfice, si on peut le dire, valait la peine et attendre le feu vert de ces juristes. C'est-à-dire que cette guerre a été menée par des juristes. C'est-à-dire que l'armée n'a été au bout de ses intentions qu'à partir du moment où elle avait l'assentiment des juristes qui disaient « vous pouvez vous en prendre à telle cible ou
à tel autre. Ensuite, vous rappeliez, et il est bon de le répéter parce que personne ne le répétera ailleurs que sur Radio Judaïka, effectivement, on aurait pu éviter 90% des dégâts dans la population civile palestinienne si le Hamas avait accepté la première trêve sous médiation égyptienne qui avait été proposée dès le 15 juillet plutôt que d'attendre le 26 août pour accepter exactement la même proposition de trêve 5 semaines plus tard. Donc, espérons que cela désamorcera et le procès qui, à n'en pas douter, sera fait dès que le rapport du Conseil des droits de l'homme sortira. Mais il était bon qu'Israël fasse entendre sa voix et fasse également entendre les échos que rapportent les experts militaires qui assurent qu'en effet Israël a été extrêmement attentif à ne pas provoquer de dégâts civils évitables, et aussi le procès qui est fait à Israël ou le reproche subliminal qui est fait à Israël d'avoir mis la barre humanitaire ou la barre du souci humanitaire tellement haut que ça place les autres armées devant l'impossibilité de s'occuper des menaces qui pèsent sur elles. C'est-à-dire, on reproche à Israël d'avoir trop le souci des civils parce que cela crée une jurisprudence à laquelle devraient adhérer les autres armées lorsqu'elles sont confrontées à un même type de menace. Voilà pour ce rapport, à n'en pas douter, ça ne suffira pas à désamorcer la charge qui se prépare avec le rapport du Conseil des droits de l'homme, mais cela, évidemment, Israël en a largement l'habitude. Il est 17h30, dans 10 secondes, on laisse donc l'antenne à Jim pour le rappel des titres et on se retrouve dans 1 minute. Ok, merci. 17h30 sur Radio Judaïka, voici les titres de l'actualité qui seront développés dans le journal de 18h. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est comme ça qu'on pourrait analyser le fait qu'Israël sorte son propre rapport sur la guerre de l'été dernier avec Gaza. Nous écouterons l'analyse d'Emmanuel Navon, géopolitologue israélien. Israël interdit récemment la venue d'un rapporteur de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens. C'est ce qu'a indiqué ce lundi un porte-parole israélien. Nous verrons si cette interdiction est judicieuse avec Isaac Franco, notre analyste politique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui dressé ce lundi un parallèle entre les appels au boycott contre son pays et les pratiques des nazis contre les juifs. Yvan Attal réalise actuellement une comédie traitant de l'antisémitisme, un sujet sérieux mais qu'il a décidé d'appréhender avec légèreté, humour et dérision. Yannick Farkas nous détaillera son projet. Et enfin, l'Iran réclame de changer en urgence le lieu de la tenue des pourparlers sur le nucléaire, après des allégations selon lesquelles Israël aurait espionné les hôtels qui ont accueilli les négociateurs. Voilà pour les titres de l'actualité, les 17h passées de 31 minutes. Je vous retrouve à 18h pour le journal et je vous laisse en compagnie d'Isaac Franco et de Gérard Grosjean pour chercher l'erreur. Bon, Isaac, on fait un petit tour par la Turquie. Avant de faire le petit tour par la Turquie, un petit élément intéressant qui nous ramène encore une fois à Gaza, à ce rapport à la guerre bordure protectrice qui a eu lieu en juillet et août 2014. C'est un sondage qui a été mené parmi la population palestinienne à Gaza. Et figurez-vous, voilà un résultat. Un résultat apparemment, pas apparemment d'ailleurs, contradictoire, puisque ils sont 63% des Palestiniens interrogés à être extrêmement critiques à l'égard du Hamas pour cette guerre que le Hamas a déclenchée contre Israël. Et ces 63% des Palestiniens interrogés se demandent est-ce que ça valait la peine, compte tenu du dividende qu'aurait rapporté ou que n'a pas rapporté cette guerre au bénéfice des Palestiniens. Les Palestiniens se demandent est-ce que ça valait la peine, tant de destruction pour rien en fait, pour ne pas faire avancer notre cause, disent-ils. Et donc ça valait pas la peine cette guerre, il fallait pas la faire. 63% le disent. Mais en même temps, ils sont 63%, c'est-à-dire exactement le même pourcentage à soutenir les actions d'agression contre Israël, c'est-à-dire le lancement de roquettes, d'obus de mortier ou de missiles. Allez comprendre. Oui, c'est un peu improbable, mais c'est la réalité, malheureusement. Alors, est-ce que ça vous dit de passer par la Turquie ? Ah oui, tout à fait, on peut y aller. Comme nous le savons tous maintenant, Erdogan a perdu son pari lors des dernières élections. Il s'attendait, il espérait, pour ne pas dire qu'il fantasmait,
à l'idée d'avoir 2/3 des sièges de députés, lui permettant à ce moment-là de disposer d'une majorité requise pour procéder à tous les changements constitutionnels qu'il entendait mettre en œuvre. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Et devant cette multiplication de partis, le fait il n'est plus possible de faire un gouvernement majoritaire, comme il espérait avec le seul AKP, mais il doit composer un gouvernement de coalition. C'est une tâche qui lui semble insurmontable, apparemment, puisqu'il il menace déjà de procéder à de nouvelles élections en espérant, par un nouveau round d'élections, pouvoir annuler le résultat défavorable qui était le sien au premier tour. Alors, c'est évident. Il est évident qu'on n'a pas eu le temps de s'étendre beaucoup sur les résultats de ces élections turques la semaine dernière, tant le sommaire était chargé. Mais il est évident que les résultats résonnent comme une douce musique à l'oreille de tous ceux qu'effrayait cette tendance autocratique de Erdogan, qui se voyait déjà sultan d'un néo-empire ottoman. Calife. Que l'ambition de Erdogan n'était rien moins que d'arriver à un seuil de représentation de son parti, l'AKP, au Parlement, égal à 2/3, c'est-à-dire 367 députés sur les 550, qui lui auraient permis, sans en passer par un référendum populaire, qui lui aurait permis donc de changer la constitution et aurait fait de la République turque, une république présidentielle avec des pouvoirs accordés au président extrêmement étendus. Alors ils le sont déjà dans les faits, mais ça aurait été inscrit dans le marbre de la constitution. Il en a été pour ses frais, parce que non seulement il est passé de 50% des voix à la précédente consultation à 41% des voix, qu'il a perdu cette majorité absolue qu'il avait depuis 13 ans, que son parti avait depuis 2002, et qu'il en est maintenant réduit à 41%, c'est-à-dire 258 sièges sur les 550, alors que la majorité est à 276. Donc, il est désormais minoritaire. C'est toujours le premier parti de Turquie, certes, mais il ne peut plus gouverner seul. Alors, il peut bien sûr gouverner comme parti minoritaire et s'adjoindre les voix sur tel ou tel sujet de l'un ou l'autre parti en fonction de l'agenda politique. Mais en tout cas, il cherchera à s'entendre avec l'un des 3 autres partis qui ont émergé de ces élections. Lesquels ? Les nationalistes turcs, qui font 16%, les nationalistes du MHP, les démocrates sociaux du CHP qui ont fait 25%, et le HDP, c'est-à-dire les Kurdes, qui ont fait 13%. Il reste 5% pour une myriade d'autres partis. Mais en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Celui qui semble le plus évident, c'est un accord entre l'AKP et le MHP, c'est-à-dire les nationalistes. On aurait alors dans ce cas 57% de la représentation parlementaire, largement suffisant pour gouverner, mais il y a un écueil important, c'est que l'AKP est en négociation avec les Kurdes pour accroître l'autonomie de la minorité kurde en Turquie, ce à quoi s'oppose formellement le MHP. Bien, on pourrait aussi imaginer un accord entre l'AKP et le CHP, ou est très peu probable avec le HDP des Kurdes, qui resterait en tout état de cause dans l'opposition. On peut aussi même imaginer un gouvernement de coalition entre le MHP, entre les 3 partis qui viennent derrière l'AKP, c'est-à-dire le MHP, le CHP et le HDP. Mais ça, c'est très peu probable. Je doute qu'on aille à de nouvelles élections parce que Erdogan n'a strictement rien à gagner. Il y a peu de chances que les humeurs turques changent en 45 jours parce que si les efforts menés par le formateur échouent dans les 45 jours, il faudra en effet appeler les électeurs aux urnes. Il y a peu de chances qu'en 45 jours, les humeurs de ces électeurs changeront de façon significative pour redonner à l'AKP ce qu'il aura perdu dans ces élections. En tout cas, c'est un sérieux frein aux ambitions autocratiques de Erdogan. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de la Turquie, mais aussi pour l'avenir des relations entre la Turquie et les autres pays de la région? On pense en particulier aux relations entre la Turquie et Israël. Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais il est évident que cette claque prise sur le visage de Erdogan devrait l'inciter un tout petit peu de modestie, parce que les 3 partis qui font maintenant 55% des voix,
eh bien, ont été extrêmement critiques à l'égard de Erdogan lorsque celui-ci incitait à la haine d'Israël et à l'antisémitisme le plus brutal. Toujours dans la région, on passe à Chypre, si vous voulez, puisque c'est l'occasion actuellement pour le président de la République de Chypre, le chef d'État, Nikos Anastasiades, d'être reçu par le président Rivlin et par Bibi Netanyahou. Donc voilà encore une chose qui doit peut-être altérer le moral d'Erdogan, qui évidemment ne tient pas en odeur de sainteté la République de Chypre, d'autant que les ressources pétrolières et gazières qui se trouvent dans cette zone économique méditerranéenne et qui sont dévolues pour l'instant à Chypre plutôt qu'à la Turquie, sont une source également de conflits. Oui, il y a une chose, il faut réévaluer, ou en tout cas donner toute sa place, toute son importance à cette relation entre Israël et Chypre. Il faut se dire une chose, c'est que Chypre est à 200 km des côtes israéliennes seulement, c'est-à-dire à 40 minutes en avion, c'est à 4 heures de bateau, c'est rien du tout. Et c'est à beaucoup d'égards, à bien des égards, un pays qui vit les mêmes craintes et les mêmes angoisses, puisque il est face à un pays qui occupe la moitié de son territoire, puisqu'il y a la République Chypre du Nord, la République turque du Nord à Chypre, qui est une occupation illégale. Personne ne le reconnaît. Il n'est reconnu que par la Turquie. C'est le seul pays avec Israël qui ne soit pas un pays musulman dans la région, et c'est un pays qui craint l'activisme de la Turquie en particulier. Donc il y a beaucoup d'intérêts communs, et un des avantages, c'est pas le moindre de Chypre, c'est qu'il présente une carte d'identité européenne, puisqu'il est membre à tous les titres de l'Union européenne. Ils ont des intérêts économiques. C'est le bastion le plus avancé de l'Union européenne. Exactement. De cette partie de la Méditerranée. À 200 km, c'est moins loin que Paris-Bruxelles. Donc c'est vraiment tout près des côtes israéliennes, et il y a à l'évidence des intérêts stratégiques et politiques communs aux deux pays qui chercheront à étendre leur coopération politique. Bien au-delà des intérêts partagés sur le plan énergétique, puisqu'ils ont tous deux des réserves considérables de gaz et de pétrole sous leurs pieds ou dans leurs fonds marins, et qu'il leur faut devenir un player incontournable dans le marché énergétique, et peut-être servir également de point de passage obligé dans les ambitions chinoises pour la route de la soie. Donc il y a beaucoup de choses qui devraient rapprocher les Chypriotes des Israéliens, et c'est dans le cadre de ces intérêts bien partagés, bien compris des deux pays, que le président Stefanidis débarque à Jérusalem pour rencontrer le président Rivlin. Bon, on poursuit notre voyage, peut-être avec le Canada. On s'éloigne évidemment, mais une hausse extraordinaire des incidents antisémites en 2014 au Canada, dont 1627 incidents ont été recensés, recensant un peu une hausse de plus de 28% de ces incidents antisémites. Le Canada, qui est une des rares nations amies d'Israël, qui est une des rares nations amies d'Israël, défenseurs d'Israël, qui se trouve déjà confronté aux agressions antisémites, ce qui laisse craindre un petit peu pour la population juive de ce grand État, parce que c'est un État immense, et je crois que c'est important de faire valoir que cet antisémitisme se développe de façon incontrôlable. Je dirais incontrôlable dans à peu près tous les pays occidentaux, dans toutes les démocraties occidentales. On constate le même développement du même virus, de la même lèpre, du même cancer. C'est épouvantable. Et il y a effectivement désormais dans chacune de nos sociétés l'expression d'un nouvel antisémitisme. Non que l'ancien antisémitisme ait disparu, c'est-à-dire l'antisémitisme traditionnel issu de l'extrême droite, mais cet antisémitisme-là n'est plus une menace sérieuse pour les Juifs ou pour les équilibres des nations concernées. En revanche, il y a depuis en particulier le début de la seconde intifada en 2000, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, et puis depuis Durban, il y a effectivement une mutation dans l'antisémitisme qui, pour se mettre à l'abri des foudres de la loi qui, dans chacune de ces démocraties occidentales, punissent sévèrement
l'expression antisémite, fonde l'antisionisme, mais qui n'est rien d'autre que le cache-sexe de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on a substitué l'État juif à l'individu juif. Et on se met de cette façon à l'abri des punitions prévues par la loi. Manuel Valls n'a rien dit d'autre, et le président français François Hollande n'avait rien dit d'autre lorsqu'il disait enfin, antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Et il est le fait au Canada, comme du reste en Allemagne, où on a entendu un député au Bundestag s'alarmer, pourtant issu des rangs écolos, s'alarmer, comme au Canada, de l'explosion des actes et incidents antisémites, en pointant du doigt cette mutation de l'antisémitisme, en soulignant que oui, l'extrême droite était encore responsable d'incidents antisémites, mais qu'il fallait se garder, qu'il fallait dénoncer, identifier pour mieux le combattre, ce nouveau virus, cette mutation du virus qui fait que désormais on se sert de la politique, c'est-à-dire qu'on se sert d'Israël créé pour défendre les Juifs comme d'un outil pour attaquer les Juifs. Et donc, on ne peut avoir de chance objective de gagner contre un ennemi qu'à partir du moment où on consent enfin à en identifier la nature. On est confronté au Canada, vous le rapportez, à cette maladie. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas chez nous en Belgique, où il ne se passe pas une semaine sans épingler, hélas, de nouveaux cas qui montrent à quel point cet antisémitisme est créatif, à quel point il s'organise différemment en fonction des humeurs, en fonction des circonstances des pays dans lesquels il naît et il se développe. Il se développe également de façon insidieuse et semble-t-il anodine. C'est le cas de la blague antisémite de Guillermo Zapata à Madrid, oui. Qui, sous le ton de la blague, simplement du mauvais humour, avait demandé qu'il fallait que les victimes de la Shoah soient mises dans un cendrier. Oui, alors c'est extrêmement grave. Alors, vous savez qu'il y a eu des élections municipales en Espagne, que c'est le parti Podemos, c'est-à-dire l'extrême gauche, celle qu'on appelle dans les salons... les indignés. Oui, les indignés. Oui. Et c'est la gauche radicale, comme on dit, lorsqu'on parle de grec, pour ne pas utiliser le mot extrême gauche. Même chose pour l'Espagne. Eh bien, Podemos a fait une percée remarquable aux élections municipales d'il y a 15 jours. Ce sont les enfants adultérins de Stéphane Hessel. Exactement. Ce sont les enfants de Stéphane Hessel, en effet. Et ils ont ravi, figurez-vous, la mairie de Barcelone et aussi la mairie de la capitale espagnole, Madrid, à la droite qui l'occupait depuis des décennies. Et figurez-vous que la personne qui était pressentie pour recevoir le portefeuille de la culture à Madrid s'appelle Zapata, et ce personnage, il y a 4 ans, avait posté un tweet dans lequel il mettait sur la toile, il posait une question: comment mettre 5 millions de juifs dans une Fiat 600 ? Sa réponse: dans un cendrier. Rien moins que cela. Voilà comment, au nom de l'antiraciste, ou bien des antiracistes, font de l'antisémitisme. Alors, il est évident qu'il a supprimé ce tweet de son compte, et évident qu'on ne lui donnera pas ce portefeuille. Mais c'est vous dire combien, dans les rangs de ces partis prétendument progressistes ou progressistes autoproclamés, cet antisémitisme est virulent, combien il est accroché à leur esprit et de quelle façon il s'exprime. C'est-à-dire que le mal pernicieux de nos sociétés, c'est faire du racisme, en l'occurrence de l'antisémitisme, au nom de l'antiracisme. Cet antisionisme déguisé qui se cache, cet antisémitisme qui se cache derrière l'antisionisme, c'est également le cas de BDS, du mouvement BDS, Boycott, Disarmament et Sanctions. Et on peut noter avec intérêt qu'il y a maintenant une espèce de coalition qui commence à se former pour lutter contre cette mouvance BDS. C'est notamment le cas entre Adelson et Haïm Saban, qui se sont réunis à Las Vegas la semaine dernière et qui ont promis pas moins de 20 millions de dollars pour entamer la lutte contre cette mouvance BDS.
L'intérêt de cette liaison, c'est que Adelson est évidemment membre du Parti républicain et que Saban est membre du Parti démocrate. Donc ça laisse espérer que justement le bipartisme qui jusqu'à présent avait été un énorme soutien pour la survie et la sécurité d'Israël puisse réussir dans ce challenge une nouvelle fois à faire échouer les activistes de BDS. Alors 20 millions de dollars c'est bien, mais ça n'est pas à la mesure du danger que fait peser BDS sur la légitimité d'Israël, parce que, décidément, la guerre s'est déplacée, elle a changé d'âme. Ça n'est plus avec des tanks ou des avions, ça se fait également avec ça, bien évidemment, mais la guerre s'est déplacée, cette nouvelle guerre s'est déplacée dans les forums internationaux, elle s'est déplacée également dans les rues. Et donc, il faut se donner les moyens de cette nouvelle guerre, moyens financiers certes, mais également en hommes. Il faut impérativement que Israël soit extrêmement réactif et dise de ce mouvement BDS qu'il n'est rien d'autre que de l'antisémitisme et qu'il en apporte la preuve. Pour cela, c'est vrai, il faut qu'il accède à la tribune publique, ce qui lui est souvent dénié, et c'est là le problème. On a vu ces derniers jours, en 10 jours seulement, eh bien, une flopée de manifestations antisémites qui ressortissent au registre ou au programme de BDS. On a vu avec Orange qui a été platement s'excuser, dont Stéphane Richard, le CIO, a été platement s'excuser en Israël après le tollé que ces déclarations avaient provoqué. On l'a vu avec l'adhésion du syndicat national des étudiants britanniques au mouvement BDS. On l'a vu également avec la FIFA et la tentative des Palestiniens de bouter Israël en dehors de cette organisation, de cette fédération de football international. Et on l'a vu également avec l'ambition des Palestiniens, et derrière des Palestiniens de tous ceux qui soutiennent leur cause, d'inscrire Tsahal sur la liste noire de l'ONU qui provoque le plus de dégâts dans la population des enfants. Et donc tout cela, on le voit, c'est une guerre qui est permanente. Israël a à peine le temps de reprendre son souffle qu'une autre attaque recommence sur un autre champ d'activité. Quand c'est pas culturel, c'est dans les académies. Quand c'est pas les académies, c'est le sport. Quand c'est pas le sport, c'est l'économie. Donc ça change chaque fois, et c'est désormais l'essentiel de la guerre qui se passe là. C'est là que Israël doit avoir un maximum de force. C'est bien les 20 millions de dollars parce qu'ils attestent de la prise de conscience aux États-Unis que la guerre s'est déplacée et que la nouvelle guerre, elle est essentiellement liée au problème de la légitimité d'Israël. Mais il y faut bien autre chose que de l'argent. Il faut qu'en Israël, on comprenne pleinement que désormais BDS ne menace pas que les activités qui ont lieu dans les territoires disputés, mais que sous couvert de critiquer Israël pour sa prétendue occupation des territoires disputés de Judée-Samarie, c'est rien moins que l'existence d'Israël dans n'importe quelle frontière que ce soit qui est contestée. Il faut prendre la mesure du danger que fait peser cette nouvelle guerre qui ne cesse, comme l'antisémitisme du reste, de muter et de changer d'âme. Alors, une chose curieuse également, c'est que, comme vous le savez, l'Espagne a proposé de rendre ou de donner la nationalité espagnole aux descendants des juifs espagnols expulsés lors de l'Inquisition. Et c'est une chose qui est maintenant presque entrée en vigueur, quoiqu'on ne dispose d'aucune statistique sur le nombre de juifs qui revendiquent la nationalité espagnole. Ça reste encore tout à fait confidentiel et je ne sais pas si le succès sera au rendez-vous. Mais figurez-vous que les Palestiniens s'insurgent sur le fait qu'on offre aux Juifs la nationalité, qu'on offre aux Juifs la nationalité espagnole et qu'on ne l'offre pas aux musulmans qui ont conquis l'Espagne et qui l'ont occupée pendant des siècles. Voilà un peu encore un paradoxe tout à fait curieux sur lequel je voulais appeler votre attention. Oui, sauf que les musulmans étaient venus en envahisseurs. Oui. Et que les Juifs ont été expulsés alors qu'ils étaient citoyens espagnols. C'est un petit détail qui fait une différence et qui fait qu'on ne peut pas les mettre en parallèle. Mais ce qui est important, au-delà du nombre de Juifs descendants d'Espagne, quelques dizaines de milliers ou peut-être même beaucoup plus, je n'en sais rien, peut-être 1 million, 2 millions, ça a peu d'importance. C'est surtout sur le plan symbolique que c'est important. C'est enfin 523 ans après. Imaginez, un demi-millénaire après,
l'Espagne a mis 523 ans pour effacer cette tâche. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. On s'est indigné de ce qu'il ait fallu 50 ans au président Chirac pour reconnaître la responsabilité de la France dans Vichy. Mais il a fallu 10 fois plus à l'Espagne pour reconnaître ce premier holocauste de la population juive d'Espagne, ces victimes d'expulsion, de conversion forcée ou d'assassinat. Rien d'autre que cela. 523 ans et proposer cette réparation symbolique. Vous avez droit à la nationalité espagnole. Combien la demanderont? Certainement ceux qui souhaitent avoir une double nationalité pour un passeport européen à des fins purement pratiques pour pouvoir visiter le monde plus facilement sans être soumis à un contrôle sourcilleux s'ils ne possèdent que le passeport israélien. Guère plus. Le mal est fait. L'Espagne est profondément marquée par ce passé, profondément marquée par cette tâche qui restera une tâche longtemps, très longtemps, indélébile. Alors justement, vous parliez de passeport pour visiter plus facilement. Une délégation de l'université de Tel Aviv d'étudiants en art souhaitait visiter le Louvre et également la Sainte-Chapelle à Paris. Le professeur qui organisait le voyage a averti en temps utile ces deux institutions pour demander un créneau horaire pour son groupe pour pouvoir visiter le musée du Louvre et la Sainte-Chapelle à Paris. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, il a reçu 2 réponses négatives dans un très bref délai, affirmant que ce n'était pas possible, que les créneaux horaires étaient déjà occupés. Il a voulu faire un peu la preuve par l'absurde. Il a émis des demandes à titre individuel sans indication de la nationalité et curieusement, ces demandes pour un même groupe ont été acceptées. Alors, il a lancé, évidemment, une plainte auprès du procureur de Paris, auprès du gouvernement français, et l'affaire est maintenant à l'instruction pour discrimination. Voilà un peu comment la France d'aujourd'hui se comporte vis-à-vis d'étudiants israéliens, parce qu'ils sont israéliens. Alors, quel que soit l'épilogue qui va être réservé à l'affaire dont vous nous parlez, parce qu'il n'y a aucun doute que les personnes seront condamnées ou blâmées pour cette discrimination évidente à l'égard d'un groupe de personnes du fait de leur origine. Il est évident. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la sanction qui leur sera donnée. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit possible qu'on puisse commettre une telle infamie. Et c'est possible avec cette incitation à la haine permanente, cet apprentissage à la haine et à la détestation d'Israël qui fait que, eh bien, il est normal désormais, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on lit, des prétendues exactions d'Israël, eh bien, il est normal, il est de bon ton de le détester, il est de bon ton de dire non, moi je refuse, eh bien, des Israéliens de visiter le Louvre ou la Sainte-Chapelle. C'est qu'il est devenu licite, compréhensible même, eh bien, de détester Israël, tant on l'a dépeint comme la quintessence ou la forme la plus achevée du mal. Et c'est vraiment de cela dont il s'agit. Telle est l'ambition de tous ceux qui font BDS, qui ne sont rien d'autre que des antisémites, rien d'autre que de l'antisémitisme. Simplement, lui aussi, il s'habille de nouveaux vêtements et on le fait sous couvert de venir au secours d'un peuple martyr qui serait le peuple palestinien, dont on se fout complètement d'ailleurs lorsqu'il est martyrisé en Syrie ou ailleurs. On l'a vu avec Yarmouk. Mais dès que des Juifs sont dans le tableau, il est évident que ça suscite bien, des réactions qui sont des réactions ancestrales et qui prouvent encore une fois que no Jews, no news. Dans le même registre, vous m'avez parlé d'affiches dans le métro et les bus parisiens de la RATP qui souhaitaient de bons souhaits pour le Ramadan Moubarak. Alors qu'il y a quelques semaines, la RATP avait exigé l'enlèvement d'affiches concernant des concerts d'un chœur de prêtres qui a un énorme succès actuellement dans le music-hall. Oui. C'est encore une discrimination. Oui, c'est une discrimination. C'est une discrimination parce que prétendument au nom de la laïcité, la RATP avait, il y a quelques semaines seulement, interdit l'affichage dans ses stations et dans ses couloirs de grandes affiches qui faisaient la promotion d'un groupe de prêtres chanteurs qui donnaient des concerts dont l'argent récolté servait à venir en aide aux chrétiens d'Orient qui, comme vous le savez tous, sont martyrisés là où ils vivent. Et au nom de cette laïcité, la RATP avait exigé qu'on en retirât ces affiches, ce qui fut fait. Ce qu'on constate aujourd'hui, eh bien, c'est que la RATP
au nom d'une même laïcité, mais à géométrie vraiment très très variable, a permis par contre l'affichage dans le métro de vœux de Ramadan. On voit ainsi dans les métros parisiens Ramadan Moubarak, ce qui montre encore une fois qu'on vit certes en France en démocratie, mais une démocratie qui ressemble de plus en plus à une démocratie. Voilà, oui. Il est possible. On vous a perdu, Gérard, vous êtes toujours là? Oui, ça y est, je suis là. Mais j'ai une petite panne technique là. D'accord. Isaac, je voulais faire peut-être une petite annonce pour nos amis qui sont intéressés par les activités de l'Hort Belgique. Oui. C'est un save the date du 3 au 6 septembre 2015, une visite touristique de la ville de Toulouse et des écoles Hortora de l'Hort. Voilà, vous pouvez contacter l'adresse suivante www.hortbelgium.org. Voilà. Parfait, nos auditeurs auront certainement noté votre avis. Il est temps de rendre l'antenne, il est 17h59, donc il y a le grand journal maintenant avec notre ami Jim. On se quitte et on se retrouve la semaine prochaine pour notre avant-dernière émission de la saison, celle du 22 juin, notre dernière étant celle du 29. On a hâte de vous retrouver et on vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi, allez, bonne semaine. Gérer du personnel est de plus en plus complexe. Ayez le réflexe, groupe S. Vous écoutez Radio Judaïka, il est 18h. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Judaïka, il est 18h, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est comme ça qu'on pourrait analyser le fait qu'Israël sorte son propre rapport sur la guerre de l'été dernier avec Gaza. Nous écouterons l'analyse d'Emmanuel Navon, géopolitologue israélien. Israël a interdit récemment la venue d'un rapporteur de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens.